Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sûr Sagiopod, un podcast qui traite et envisage la science-fiction et le fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va parler bouquin, il s'agit d'un livre que j'ai particulièrement apprécié et j'ai d'ailleurs, si ma mémoire est bonne et je pense pas qu'elle soit défaillante, j'ai commencé à l'introduire dans un texte plus court évoqué précédemment. Donc il s'agit d'une forme de guerre de Banks, une forme de guerre dont le titre en anglais est Consider Phlebas. Alors ce bouquin est d'abord, je l'ai lu il y a plus de 30, un peu plus de 30 ans. C'est un bouquin qui a été écrit par Banks, qui est un auteur écossais, si vous ne le saviez pas, pendant les années 70. Il l'a écrit et réécrit à plusieurs reprises. Je pense qu'il avait peut-être un peu de mal éventuellement à se démarquer, parce que je pense qu'il s'agit de ça aussi, d'essayer de se démarquer des space opéras qui avaient été créés préalablement. Et donc dans ce bouquin, donc, il y a eu une histoire assez longue avant qu'il puisse trouver un éditeur, puisque l'éditeur a été trouvé dans les milieux des années 80. Je crois que le livre est publié en 87. Moi, je lis une traduction française de ce livre en 92-93, 5-6 ans après. C'est aussi une des raisons au passage pour lesquelles je me suis mis à l'anglais, c'est de ne pas avoir à attendre pour les traductions de ces bouquins, parce que ce sont des traductions qui généralement prenaient quand même pas mal de temps. Mais c'est un autre sujet, on va revenir sur le livre lui-même qui... Alors il faut être très clair, donc c'est un livre qui fait partie de ce qu'on appelle le sous-genre du space opéra. Donc ce sont des aventures picaresques, ce sont des aventures spatiales, des aventures avec un groupe d'êtres humains, on va revenir sur ce sujet, mais on commence dès le départ, je veux dire, Banks met le ton comme une tragicomédie. Donc un homme va être exécuté d'une manière assez rebutante, il faut être clair, et il faut le dire, assez rigolote en même temps. Et une ennemie vient rendre visite à cet homme avant son exécution. Et à partir de là, tout, absolument tout part en vrac, et c'est ça qui est absolument génial de la part de l'auteur de ce livre, c'est qu'il nous projette dans une direction qui n'a absolument rien de conforme au space opéra classique. Et je pense que c'était justement l'essai dès le départ qu'il a essayé de marquer, c'est-à-dire utiliser le sous-genre du space opéra, utiliser l'aventure spatiale pour montrer un certain nombre de choses de la nature humaine, paradoxalement, alors qu'il y a quand même une introduction assez évidente et assez patente des intelligences artificielles et des systèmes automatisés conscients, entre guillemets, et autonomes. Donc c'est un des paradoxes de ce bouquin, c'est-à-dire que sous couvert de parler d'intelligence artificielle, il parle peut-être plus encore des êtres humains qu'il ne parle de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles en tant que telles. Alors commençons peut-être par faire une définition succincte de ce qu'est un space opéra. On ne va pas y passer des heures, ne vous inquiétez pas, on peut très vite s'en débarrasser en indiquant que c'est une aventure spatiale où l'on rencontre souvent d'autres espèces intelligentes avec lesquelles les relations naviguent entre politesse et conflits ouverts ou bien larvés, selon que le conflit navigue entre différences flagrantes ou simple acquisition de ressources et de territoires. Bien sûr, nous avons droit à des batailles, des combats dans l'espace qui viennent bien entendu ponctuer les relations distendues à intervalles réguliers. Donc à première vue, une forme de guerre, Consider Phlebas, qui est, si ma mémoire ne me fait toujours pas défaut, est le nom d'un poème d'un auteur très cher à Banks au passage. À première vue, une forme de guerre, Consider Phlebas, correspond bien à ce sous-genre de la science-fiction. Mais un peu comme la télévision a su le faire, ou les services de streaming plutôt ont su le faire bien après d'ailleurs, c'est un anti-héros qu'il nous est donné de suivre. Donc cet anti-héros s'appelle Horsa Bogushul, et c'est un métamorphe. Donc j'ai déjà plus ou moins indiqué ce que c'était dans des podcasts précédents, mais on va revenir là-dessus. Un métamorphe, c'est l'équivalent des danseurs visages qui existent dans Dune. Donc il représente une race humanoïde génétiquement modifiée pour changer complètement d'apparence jusqu'à leur ossature, ainsi que leur voix, les maniérismes, etc. Donc afin, bien sûr, c'est évident que si on crée une race humanoïde qui est modifiable comme cela et qui peut changer d'apparence,
violence, il est évident que c'est fait pour prendre la place d'un adversaire, provisoirement ou de manière permanente, en éliminant la personne copiée, si besoin est. Sachant que les métamorphes de Char, qui est leur monde, ou en tout cas le système solaire dont ils proviennent, où ils ont plutôt été créés, peuvent cracher du... Alors, quelque chose ça montre bien, en fait, la destination de ce type d'individus. Ils peuvent cracher du poison, ou bien gratter quelqu'un avec leurs ongles, et délivrer à la demande, tranquillisant, ou l'équivalent du curare selon le résultat souhaité. Orsa est le seul membre apparent de cette race quasi maudite d'humanoïdes que l'on rencontre pendant l'ensemble du bouquin. Au passage, c'est le personnage principal de cette histoire. Donc c'est un personnage qui a été créé, qui a été fabriqué, développé génétiquement pour faire de l'espionnage. Il est évident que c'est pas du tout le seul faisant partie de ce bestiaire qui est largement plus important que cela, à commencer par les Idirans. Les Idirans, I-D-I-R-A-N-S, les Indirans, ce sont par rapport à nous, alors en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque, quand j'ai lu le livre, ce sont des sauriens, voilà, à trois pattes. De toute façon c'est très simple, j'ai lu ce bouquin début des années 90, vous avez Jurassic Park qui est sorti, alors je suppose que ma tête n'a fait qu'un tour et a mélangé tous ces aspects-là, mais en gros de toute façon c'est comme ça qu'ils sont décrits dans le livre, ce sont des sauriens, mais ils ont trois pattes. D'ailleurs Banks a le chic pour créer en effet des races extraterrestres qui sont complètement loufoques. Mais passons, les Andirans sont, il faut être clair, des intégristes religieux. Au-delà du fait d'avoir trois pattes et trois bras, par on ne sait quel miracle, ils ont su maîtriser le voyage spatial et conséquemment des vaisseaux de guerre. Leur but ultime, c'est dominer toutes les espèces vivantes et leur imposer leurs préceptes religieux avec toute la cruauté qui s'impose si nécessaire puisque c'est une race guerrière, il faut le rappeler. Un peu d'actualité tout ça, tiens d'ailleurs. Alors ne pas oublier que les Idirans, c'est très difficile, c'est pas aussi évident que ça à prononcer, sont une espèce très solide d'un point de vue organique, biologique. Ils sont faits de redondance, donc ils ont trois jambes. Pareil pour les bras, et ils ont également droit au fait d'avoir plusieurs cœurs pour pomper le sang à l'ensemble du corps en question et des organes en question. Ils peuvent donc être blessés mortellement et continuer à fonctionner en situation de combat pendant plusieurs heures. De manière évidente, ce sont des guerriers dès la naissance. Imaginez, et c'est justement la référence à Jurassic Park en effet, imaginez un vélociraptor avec trois jambes et bras et cœur, doué de paroles, et vous aurez une petite idée de la philosophie qui anime en effet cette espèce. Alors les Indirans sont d'abord hermaphrodites, puis après leur période de fertilité, ils deviennent guerriers, c'est-à-dire qu'ils sont sacrifiables puisque leur période de reproduction est passée. Ils peuvent se consacrer corps et âme à la conquête guerrière sans aucun regret ni état d'âme d'une certaine manière. La conquête territoriale est intégrée dans leur gène. C'est une manière d'être sûre de survivre et de se reproduire, à comparer bien entendu à notre cerveau reptilien et ses besoins ataviques. Donc Orsa, qui est notre personnage principal, et c'est peut-être la chose qui est assez intéressante comme une introduction en fait de cet univers, c'est que on pense que comme c'est le héros de départ, on le voit pas du tout comme un anti-héros Orsa. On le voit comme une forme d'espèce humanoïde modifiée qui a un certain talent pour la dissimulation, la capacité à changer d'apparence et de se défendre dans des situations un peu compliquées, de se défendre voire d'attaquer, il faut être aussi très clair. Mais il a un point de vue, donc c'est quelqu'un qui a pris le parti des Indirans, c'est quelqu'un qui critique la culture, qu'il compare à un cancer impossible à arrêter à l'échelle galactique. Alors que les Indirans, malgré leur tendance guerrière, meurtrière et intégriste, finiront a priori tôt ou tard à se calmer et se pacifier. Et bien sûr là, Orsa a du mal à comprendre où se trouve le cancer galactique. Est-ce que ce sont des intelligences artificielles qui peuvent se développer, s'adapter et se recombiner à foison en utilisant les ressources de la galaxie? Est-ce que c'est véritablement un cancer? Et on reviendra sur ce sujet. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt les intégristes meurtriers qui veulent répandre leurs préceptes et leurs concepts religieux et spirituels sur l'ensemble de la galaxie, tout en étant éventuellement et en représentant l'espèce dominante? On peut se poser la question de d'où se trouve véritablement le cancer. Et de toute façon, quand on lit ce livre, on a des doutes dès le départ. On se doute bien que nous montrer une race comme ça d'intégristes, c'est pas anodin. Ça montre bien que bon, il y a de la grisaille dans les relations
tensions et dans les conflits qu'on ne peut pas nier. En fait, on a du mal à prendre parti dès le départ, étant donné justement le positionnement que Banks nous fait prendre, c'est-à-dire le fait de suivre ce personnage, Orsa. Et pour lui, donc la culture, enfin pour lui et pour les Indirans pour qui il travaille, au passage, sachant que c'est un conflit, on est bien dans le cadre d'une guerre et d'une guerre spatiale, donc avec des engagements de vaisseaux spatiaux les uns contre les autres, et qu'il y a des millions, voire éventuellement des milliards de vies qui sont dans la balance. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les Indirans, la culture représente effectivement l'ennemi ultime, car ce sont les intelligences artificielles qui mènent la barque de leur propre civilisation. Et ça, les Indirans religieux, donc avec une foi guerrière inébranlable, ne peuvent l'accepter. Ils ne peuvent même pas concevoir que des êtres artificiels puissent vivre avec et gérer des espèces vivantes, voire conscientes, voire intelligentes, qui devraient se trouver sous leur emprise. C'est-à-dire toute vie organique biologique pour les Indirans devrait être sous le chapeau de leur civilisation. C'est l'affront ultime à la vie pour eux. On se trouve donc bien dans les prémices et la configuration d'une guerre de religion à l'échelle galactique. Les Indiens sont d'ailleurs arrivés, dans le cadre de cette histoire, à faire un coup de maître, c'est-à-dire détruire un vaisseau où les esprits artificiels de la culture sont construits et fabriqués. Une intelligence artificielle qui venait juste d'être fabriquée a su s'échapper par ses propres moyens et trouver refuge sur une planète dite morte. Char, donc, qui est justement le système solaire d'origine des métamorphes dont Orsa fait partie. Parce que ces habitants, au passage de cette planète dite morte, ces habitants, comme par hasard, se sont tous fait sauter quelques centaines d'années, voire milliers d'années auparavant, laissant derrière eux les ruines d'une civilisation autodétruite à comparer avec ce qui peut nous attendre, bien entendu, potentiellement. C'est d'autant plus flippant qu'un système de tunnels et bunkers bien enfouis sous plusieurs dizaines voire centaines de mètres parcourt l'ensemble de cette planète vide de toute vie. Elle a été laissée en l'état tel un musée afin de bien rendre compte de la folie de l'espèce qui s'est laissée aller à ses instincts autodestructeurs. Si ça ne vous rappelle pas quelques prémices dans notre réalité, continuez à mettre la tête dans le sable. De mémoire, la Corée du Nord a un tel système où la communication entre les différentes stations souterraines s'effectue en effet via des locomotives et wagons. Ce système ferroviaire souterrain ayant été mis en place pour éviter qu'un centre de commandement soit enterré une bonne fois pour toutes et puisse continuer à fonctionner tout en se déplaçant d'une station à l'autre et donc en étant capable d'être opérationnel et de continuer à balancer des missiles. Top, super top, il n'y a rien à dire, c'est absolument un truc de génie. Et donc, pour revenir à notre histoire, cette chère IA toute jeune qui est arrivée à s'introduire sur cette planète morte et à s'engouffrer en effet dans ces tunnels et voies ferrées, maintenant vides, enfin plus maintenant puisqu'elle est là, c'est que sa toute jeune naissance ne l'a pas empêché d'être assortie d'un instinct de survie plutôt prompt à prendre des décisions hâtives et opportunes. Et c'est donc bien ce qui s'est produit. C'est pendant la destruction d'un vaisseau spatial, ce sont juste les prémices. Et puis de toute façon, les descriptions sont tellement fleuries que vous aurez, si vous avez jamais lu ce livre, vous aurez tellement de plaisir à lire que ce que je vous dis là, c'est vraiment une introduction de base. Je vous dévoile rien de l'intrigue. Pour revenir donc à cette fameuse toute jeune IA qui a un instinct de survie assez prononcé. Une des décisions opportunes et hâtives, ça a été de partir du vaisseau spatial, du GSV, c'est General System Vehicle. Ce sont des énormes vaisseaux spatiaux dans lesquels il y a des usines, dans lesquels il y a d'autres vaisseaux spatiaux, etc. Et donc, elle est arrivée à partir de ce vaisseau pendant que les Indirans étaient en train d'attaquer et est arrivée à plusieurs péripéties, à s'enfouir donc sur cette fameuse planète Char et à rentrer dans les fameux tunnels pour se planquer en attendant que des forces sympathiques puissent la retrouver. Donc concernant les personnages, je vais faire une brève introduction de la plupart des personnages auxquels on va avoir accès dans cette histoire. Donc pour les personnages appartenant à la culture, nous avons Perostek Belveda, qui est un agent de circonstances spéciales, plus précisément de la section contact ou l'inverse, contact, circonstances spéciales. C'est difficile de se rappeler l'ordre de ces deux départements internes, tellement ils sont neutres et froids dans leur dénomination. À tel point d'ailleurs que c'est un véritable contraste avec les noms de vaisseaux, en tout cas d'une certaine manière. Ce service porte bien son nom, c'est-à-dire les services de renseignement extérieurs, mais à une échelle quasi galactique, d'où le nom contact bien sûr,
aussi neutre soit-il. C'est clairement et précisément pour Perostek Belveda, on va juste dire Belveda, donc c'est une agente de terrain, quelqu'un qui se déplace là où le grabuge se produit. Donc en tant qu'opératrice sur le terrain, elle est en contact avec Orsa, qui est pourtant son ennemi. En fait, elle est en mission justement pour arrêter Orsa, mais les propriétés, on va dire, plus ou moins exotiques du métamorphe font qu'il lui échappe à plusieurs reprises. D'ailleurs, il existe une drôle de relation empathique entre ces deux-là, une forme de respect mutuel malgré des points de vue diamétralement différents, pour ne pas dire totalement opposés. Belveda est un pur produit de la culture, alors qu'Orsa rejette la dominance des intelligences artificielles dans cette civilisation nommée la culture. Nous avons un échelon au-dessus, entre guillemets, en termes de personnes qui travaillent pour circonstances spéciales, qui est Faul Engistra. Les noms des humanoïdes sont toujours un peu bizarres, au moins ils ont le mérite d'être originaux, mais toujours un peu difficile de se les rappeler. Donc c'est une alpiniste, enfin en apparence c'est une alpiniste quand on la rencontre. C'est une grimpeuse qui aime prendre des risques à ses heures perdues, histoire de se vider la tête, même si un drone n'est jamais très loin pour prendre soin d'elle au cas où. Mais c'est aussi et avant tout une analyste de circonstances spéciales, qui est spécialisée en géopolitique galactique, et presque dans une sorte d'effet miroir par rapport à Dune de Frank Herbert. Il lui arrive d'ailleurs d'avoir des dons de clairvoyance. Alors c'est pas des dons de clairvoyance, en fait, c'est plutôt des intuitions par rapport à l'ensemble des recherches qu'elle a pu effectuer. Donc c'est plutôt, comment dire, des flashs d'inspiration sur ce qui pourrait potentiellement se produire à l'échelle galactique. En comprenant aussi que c'est important de signaler, une analyste, donc pareil, une sorte de mental à la sauce sablée de Dune. Ses capacités d'analyse sont une fondation essentielle lui permettant une certaine liberté créatrice et créative quant à leur interprétation. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est utilisée par les esprits électro-machiniques de la culture. Ces élans d'idées qui sortent de son esprit sont une capacité que les intelligences artificielles de la culture n'ont pas, malgré le volume de données qu'elles peuvent gérer par microseconde. Cette analyste employée, plutôt sollicitée par circonstances spéciales, se demande d'ailleurs si la culture va gagner, étant donné le retard de production d'armement que la culture a pu prendre. Alors, un autre personnage qui est Unaha Closp, encore une fois, le nom est très bizarre, qui est un drone et qui se trouve au départ sur, comme je l'ai dit précédemment, sur un GSV, donc qui est l'acronyme de General System Vehicle. Le GSV a un nom et il s'appelle The End of Invention, donc la fin de l'invention. On pourrait d'ailleurs écrire au passage un petit fascicule sur l'inventivité des noms de vaisseaux et d'intelligence artificielle dans le cycle de la culture. Certains sont plus inventifs, ironiques les uns que les autres, et s'appeler The End of Invention pour une combinaison d'énormes vaisseaux spatials avec une intelligence artificielle centrale pour le contrôler et le diriger me semble tellement ironique, surtout pour un livre au passage. Il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un livre qui a été écrit il y a presque 40 ans. Je n'ai lu... Alors le seul qui s'approche un tant soit peu de ce qu'a fait Banks, c'est Alastair Reynolds, et Alastair Reynolds, c'est ses 25 dernières années, donc c'est début 2000. Je veux dire, Banks, pour rappel, c'est quelqu'un qui écrit ça, et c'est quelqu'un qui commence cette série de bouquins comme un contrepoint à Dune, au passage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit très bien que le futur ne doit surtout pas devenir un futur où le féodalisme reprend le dessus sur les systèmes démocratiques qui ont vu le jour, qui ont commencé à voir le jour il y a 2000 ans environ, ou un peu plus de 2000 ans, et qui essayent plus ou moins de perdurer malgré des rechutes à intervalles réguliers. Il y a en effet, Banks, c'est quelqu'un qui est à gauche de l'échiquier politique, il n'a jamais caché, c'était un socialiste, pardon. Toujours du mal à me rendre compte qu'il est décédé tellement qu'il a écrit est vivace dans mon esprit. En fait, c'est toujours un peu... c'est aussi ce qui fait la qualité de son écriture, et ce qui fait la qualité de la personne qu'il a pu être, parce que ces thématiques, tout comme celle de Dune d'ailleurs, qui est le contrepoint, clairement, du cycle de la culture, montrent bien que ce sont finalement des idées qui sont en conflit les unes avec les autres, le féodalisme contre la démocratie, ou une certaine forme de barbarie acceptable et acceptée contre une forme d'équilibre démocratique où on essaye de faire plus ou moins attention à tout le monde, quelles que soient les inégalités qui puissent exister, on fait en sorte d'avoir suffisamment d'empathie pour les gens qui sont en face ou à côté de nous. Donc mine de rien, bien se rendre compte que le côté impitoyable de Dune trouve un contrepoint
ça dans le cycle de la culture de Banks, et que c'est vraiment un aspect qui a une très très grande valeur en termes de compréhension des conflits politiques que nous pouvons vivre à l'heure actuelle. Pour revenir au personnage, Closp, qui se retrouve en fait dans un petit vaisseau spatial qui s'appelle Clair Turbulence Atmosphérique. En anglais, c'est Clear Air Turbulence, et donc on va l'appeler le CAT. Donc le chat, le cat, ok. Donc ce petit drone, Closp, se retrouve comme par hasard sur le cat. Et il est obligé de suivre le reste de l'équipe sur le monde de Char quand, j'espère que vous me suivez, quand le cat, donc ce petit vaisseau, commandé par Orsa, parce qu'il va finir par se retrouver sur ce vaisseau, va décider d'aller sur ce monde-là. Au passage, concernant les drones, ne jamais oublier dans cet univers qu'ils sont autonomes en termes de logique et de raisonnement, mais aussi de conscience. D'une certaine manière, ce sont de véritables commandos intello, comme ceux auxquels nous avons droit aujourd'hui. Ils sont d'une très grande létalité, peut-être largement plus grande aussi au passage, mais l'évolution technologique les a dotés en plus d'une conscience, et ce, même en mission suicide, c'est important de le rappeler. Autre personnage qui a son importance dans cette histoire, il s'agit de Yalson, donc qui est un personnage de sexe féminin. C'est une humanoïde avec un léger duvet, une sorte de fourrure qui sur tout le corps. Mais ça, c'est juste pour les apparences. C'est aussi, et il faut le signaler, une mercenaire aguerrie qui fait partie de l'équipage du CAT, donc ce fameux petit vaisseau dont je parlais précédemment. Et c'est ainsi qu'Orsa fait sa connaissance, sympathise, et plus encore avec elle. Donc Yalson, il faut quand même le signaler, est une mercenaire compétente, intelligente, qui sait s'adapter aux différents styles de commandement, notamment au style bien particulier du capitaine du CAT. Capitaine du CAT qui, initialement, est Kreklin, s'appelle Kreklin. Donc c'est le fameux capitaine du Clear Air Turbulence, le CAT. Kreklin, qui d'une certaine manière est un joueur, et je tiens à le préciser parce que ça a vraiment son importance, est un joueur invétéré, pour ne pas dire un drogué du jeu, et notamment des jeux dangereux. Et il faut le reconnaître, pour le capitaine d'un vaisseau de mercenaires, c'est une combinaison qui est plutôt malchanceuse, notamment parce qu'il a la responsabilité d'un équipage entier, et donc de son bien-être également. Ce qui, pour Kreklin, est le cadet de ses soucis. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le gain potentiel, peu importe les pertes, qu'elles soient matérielles ou humanoïdes. Pas besoin d'une multinationale, pas besoin d'être CEO, ou bien donc d'une multinationale, ou bien d'une multiplanétaire, si les gens ont ce type d'ambition, pour avoir un goujat qui ne pense qu'à lui à la tête de l'édifice. Un simple capitaine d'un vaisseau spatial rafistolé peut être tout aussi négligent et dangereux. Il est bon de le rappeler par les temps qui courent. Donc c'est à peu près les personnages essentiels auxquels nous aurons accès dans l'ensemble de cette œuvre. Donc ce livre parle d'intelligence artificielle, certes, et des relations humaines possibles avec ces intelligences artificielles. Ok, ce que j'ai trouvé de très intéressant après coup, mais très clairement, c'est aussi et avant tout un traité sur la nature humaine. Donc je parlais de Kreklin juste à l'instant pour montrer le joueur invétéré égoïste qui pense qu'à ses intérêts immédiats et qui s'auto-shoot de l'adrénaline quand il joue, d'accord? Juste pour montrer un certain type de défauts qui sont parfois, qui sont dans la nature humaine. Cette notion de jeu et de jeu dangereux surtout. Parce que le jeu en soi, c'est quelque chose de naturel. Les animaux jouent, quels que soient les animaux, les êtres humains jouent, donc il n'y a rien de problématique avec ça. C'est que les choses ont été dénaturées dès lors que les jeux d'argent ont commencé à devenir quelque chose de classique et de commun finalement dans les civilisations humaines, ou en tout cas dans les nôtres telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc quand je dis que ce bouquin parle de la nature humaine, laissez-moi spécifier les choses, si vous me le permettez. Il s'agit, je vais en faire une petite liste. Tout d'abord, ce que j'appelle les illusions auto-entretenues. Donc, je veux dire, c'est spécifiquement quelque chose de la nature humaine, mais c'est dans ce cas relativement spécifique. Banks ne parle pas d'illusions que l'on entretient de manière consciente, c'est-à-dire des rêves que l'on peut avoir, des choses que l'on veut faire, etc. Non. Si on prend le cas d'Orsa,
qui est le personnage récurrent principal, on se rend vite compte que le soubassement est inconscient. Orsa déteste profondément les machines conscientes que sont les IA, parce qu'il considère qu'elles ont volé une part de spontanéité qui caractérise l'humanité. C'est-à-dire l'humanité ou les humanoïdes, peu importe, en étant capables de produire des intelligences artificielles, ont laissé échapper finalement la part de spontanéité et tout est devenu beaucoup plus prévisible parce que les IA sont tellement surpuissantes en termes électromécaniques, entre guillemets, par rapport à nous, qui sommes des êtres biologiques. Il y a un déséquilibre entre les entités biologiques mortelles et les électromécaniques immortels qui sont doués de conscience. Même s'il y a une relation symbiotique entre les deux, d'une certaine manière, Orsa considère que ces machines ont volé une part de la spontanéité qui caractérise l'humanité. Donc ça, c'est la justification qu'il donne à un moment donné. Mais quelque part, c'est lui-même qu'il déteste. C'est ça qui est intéressant de se rendre compte. Et c'est là où l'analyse qu'effectue Banks de ces personnages et des discussions qu'ils peuvent avoir est absolument judicieuse. C'est que c'est lui-même qu'il déteste. Car, dans les faits, il est le produit de manipulations génétiques dangereuses qui ont dénaturé son humanité. Tout comme les intelligences artificielles pour le reste des humanoïdes dans la culture. Vous voyez, c'est pas nécessairement les intelligences artificielles en fait. C'est-à-dire c'est une projection de sa haine, mais quelque part, qui est-ce qu'il n'apprécie pas? C'est lui-même parce qu'il a été transformé de manière artificielle, justement, même si les manipulations sont d'ordre biologique et génétique. Donc voilà, pour commencer, les illusions auto-entretenues. Autre chose, le tribalisme inconscient. Parce que ça aussi, le tribalisme inconscient, le nationalisme, donc tous ces mots qui finissent en isme et qui sont toujours des phénomènes de groupe un peu bas du front, excusez-moi l'expression. Je vais vous en donner un autre exemple. Malgré la haine qu'il éprouve envers lui-même, Orsa n'en a pas moins, en effet, les instincts grégaires et reproducteurs qu'il partage avec l'ensemble des espèces humanoïdes. Et quand il finit par s'en rendre compte, c'est d'abord une surprise pour lui, c'est-à-dire qu'il se voyait comme un individu The Lone Wolf, tout seul dans la prairie spatiale, si je puis dire. Mais non, en fait, il se rend compte que finalement, la chance ou l'opportunité de se reproduire est une surprise pour lui, qu'il l'accepte éventuellement, et surprise dans le sens où il n'y s'y attendait absolument pas. Et c'est presque trop tard d'ailleurs. Et là aussi, la réalisation est plutôt amère de se rendre compte sur la fin que tu appartiens à un groupe et que ce groupe humain, tu peux finalement ajouter un individu un individu de sexe féminin ou masculin en plus dans le groupe. Donc ça aussi, c'était assez intéressant de se rendre compte que les instincts purement ataviques de base en fait de l'humanité, ce sont des choses qui existent et ce sont des choses dont il faut avoir conscience parce que si on n'en a pas conscience, ce sont des éléments qui deviennent inconscients et quand ils refont jour, c'est pas nécessairement au bon moment, quoi. Donc ça aussi, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et en effet, j'en ai déjà parlé, mais je vais le reciter à nouveau. Dans les tares humaines qui sont développées, nous avons l'égoïsme destructeur. Alors dans ce cas précis, bien entendu, il s'agit plutôt de Craiglin, qui est le capitaine du CAT, qui lui pourtant, et c'est ça qui est assez barjot, qui lui pourtant a un équipage et ne pense qu'aux gains potentiels qui l'attendent, tout en mentant comme un arracheur de dents à des gens censés avoir confiance dans son jugement, quitte à ce que certains d'entre eux, et elles meurent en effectuant les tâches demandées. Et enfin, dernier élément de la liste, le manque de courage face à la réalité, qui finalement revient aussi à parler de ce que je disais tout à l'heure, les illusions auto-entretenues. C'est un petit peu différent là, dans le sens où, que ce soit Orsa ou Craiglin, qui sont finalement des opposés, l'un comme l'autre, parce que Orsa en fait pense finalement au reste de l'humanité, alors que Craiglin, il n'en a rien à secouer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire son blé, et s'il y a des gens dans son équipe qui meurent, il s'en fout. Banks, à travers ses personnages, nous montre précisément comment les êtres humains, humanoïdes, évitent de regarder la réalité en face et préfèrent trouver tous les prétextes possibles pour se défausser et surtout regarder ailleurs. Donc comme je le disais là aussi, Orsa et Craiglin sont coupables dans une espèce d'image inversée l'un de l'autre. Orsa est incapable d'appréhender les Indiarans comme des ennemis naturels et évidents.
Il travaille pourtant pour eux. Quant à Cracklin, il est incapable d'assumer qu'il n'est pas fait pour être capitaine du Cat et de son équipage. C'est juste un prédateur violent, qui d'ailleurs ne voit pas le danger s'approcher de lui, se pensant presque invincible parce que aguerri juste à plusieurs situations où la mortalité était une possibilité. Alors que justement, il n'est pas invincible et qu'il existe bien plus fort que lui. Ce qui bien sûr, lorsqu'on ajoute toutes ces tares humaines ou approchantes, a le don de créer des conditions, et c'est ça qui est génial, c'est que ça crée des conditions pour la mise en situation des scènes d'action absolument incroyables. La stupidité des situations, surtout lorsque la vie est en jeu, les comportements erratiques à l'approche de la mort, avec une fébrilité, une incapacité à observer au préalable l'enchaînement d'événements, sans compter l'aspect à rebours absolument implacable de la réalité des faits qui s'accomplissent et qui viennent directement impacter, c'est le cas de le dire, la vie des participants de ces aventures spatiales. Or ça se croit, et dans le jeu des illusions justement que l'on peut avoir, et et de la non-réalisation de ce qu'est la réalité, or ça se croit plus préparé, or ça se croit plus malin que les autres. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais dès lors que le conflit Indiran-culture se cristallise, dans la capture de cet esprit électromachinique, il n'est plus qu'une variable d'ajustement organique dans un conflit qui le dépasse complètement. La technique utilisée par Banks est absolument merveilleuse. Dans l'ensemble du livre, c'est de créer des scènes d'action qui sont tellement barrées, je répète, tellement barrées, tellement loufoques, avec une dose d'ironie, un peu poignante parfois, parce qu'il y a des morts, il faut pas, ce sont des combats spatiaux très souvent, ou ce sont enfin pas que des combats spatiaux, il y a des combats tout court, mais ce qui est absolument génial, et il faut le signaler, il n'y a absolument pas besoin de sous-texte. Ce sont les combats spatiaux ou individuels qui deviennent par eux-mêmes une forme de sous-texte, parfois drôle, parfois tragique, mais toujours extrêmement signifiant. Il faut quand même le faire. C'est un des rares auteurs que j'ai pu voir. Et j'ai lu les bouquins qui ont été écrits, des bouquins d'analyse de la culture. Donc j'en ai lu 2 sur le sujet. Je vous donnerai les titres éventuellement à la fin du podcast, ou je les mettrai en lien dans le podcast. Je me rappelle ne pas avoir lu ça, en fait. C'est-à-dire l'aspect ironique et l'aspect sous-textuel des scènes d'action. C'est un des rares auteurs que j'ai vu faire cela. Il y a un côté aussi, alors comme je suis dans les groupes Facebook forcément sur la culture depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, il y a une chose dont je me rappelle être intervenu une fois en me disant mais c'est d'une cruauté absolue ce qu'il écrit. Quand vous finissez le bouquin, vous êtes par terre, hein, parce que ça ne fait absolument pas semblant. Et c'est d'ailleurs effectivement très très manipulateur, c'est-à-dire qu'on a des scènes d'action qui sont un peu rigolotes, bon il y a quelques gens qui laissent des plumes, voire plus, mais c'est rigolo, c'est tragicomique, et c'est comme ça pendant les 3/4 du bouquin. Et à un moment donné, le comique, il s'arrête. Il n'y a plus du tout de comique, c'est que du tragique. Et vous prenez ça dans les gencives, vous dites waouh, le gars il fait pas semblant. Et je me rappelle avoir avoir discuté de ça donc avec d'autres amateurs de Banks qui me disent mais je dis mais c'est d'une cruauté absolue. Je fais ouais mais ils m'ont dit mais c'est dans l'esprit écossais, c'est comme ça que on voit les choses quoi. C'est comme ça en fait, c'est presque même dans la culture écossaise de démontrer une certaine cruauté dans les propos tout en étant rigolo, quoi. Donc, ne pas oublier cette spécificité parce que je pense que cela a son importance. Et je tenais à réitérer le fait que avoir des scènes d'action... Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de me permettre de faire une référence avec un film. Et peut-être que je devrais pas, mais je me souviens du 3e Alien, Alien 3, où vous avez pareil une équipe de mercenaires. Mais en fait, c'est là où c'est barjot. Alors il est sorti, je crois il est sorti en 97, si ma mémoire est bonne. Et tout le monde se prend au sérieux en fait, dans le film lui-même. C'est-à-dire les personnages sont tous très sérieux, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé, quand vous lisez un truc comme Banks quelques années auparavant, où vous avez le même type de contexte, c'est-à-dire une équipe de mercenaires qui vont avoir beaucoup de difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. La manière dont écrit Banks
ces équipes-là, cette équipe-là, et ce que l'on voit dans Alien 3, on dit mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? Ou pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose d'approchant? C'est-à-dire mettre un peu plus de choses rigolotes, ok, dans les scènes d'action pour, comment dire, pour détendre, pour laisser supposer qu'on détend l'atmosphère, et pour après arriver avec un couperet ou une guillotine, et poum, les aspects comiques et juste montrer de la tragédie. Parce que là, dans ce bouquin, c'est absolument sans pitié. Enfin, la première fois que je l'ai lu, donc j'avais une vingtaine d'années, je l'ai pris dans les gencives, hein, littéralement. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, et puis les scènes se lisent tellement bien que c'est un véritable plaisir, quoi, tout simplement. Donc les intelligences artificielles de la culture sont perçues et critiquées par les êtres humains, mettant en cause leur pertinence ainsi que leur utilité. Au passage, ça fait partie justement de la communication et du relationnel qui existe entre ces drones qui suivent. On a l'impression qu'on a des petits robots qui suivent les êtres humains comme ça, comme si c'était des petits chiens de garde, mais c'est beaucoup plus tordu que ça, en fait. Et c'est ça aussi qui vaut la peine d'être compris, en tout cas dans le contexte de cette série de livres, et notamment du premier. Et les débats, en effet, que nous avons sur les intelligences artificielles, ainsi que les observations que nous pouvons faire sur leur utilité, et les rapports que nous avons avec, sont évoqués. Et une fois encore, il faut signaler que ce bouquin a été écrit il y a plus de 40 ans. Enfin, l'écriture a commencé il y a plus de 40 ans. Le bouquin est sorti, a été publié il y a presque 40 ans, donc en 87. Et avant que le phénomène se présente tel qu'il l'est actuellement, aussi à préciser. Bizarrement, pour un livre qui parle d'un conflit dans lequel les intelligences artificielles sont partie prenante, comme je le disais, c'est la condition, et j'en ai parlé un petit peu avant, c'est la condition humaine triste et macabre qui prévaut. La précarité de nos existences, surtout lorsque nous faisons face à des milieux hostiles qui finalement sont totalement indifférents à notre sort. On finit par intégrer en filigrane, en tout cas dans le contexte de ce livre, que les intelligences artificielles ont bien compris cela et tiennent compte de notre fragilité, si vous me permettez l'expression, de sac à viande, pouvant être percés au moindre faux mouvement. Donc le côté tragicomique, voire pathétique, il faut aussi être clair, des humanoïdes a un côté finalement plutôt rigolo, et je l'ai précisé tout à l'heure, sauf à la fin où le tragique l'emportait là sur la comédie. Mais bon, on va dire que dans les 3/4 du livre, vous avez quand même de sacrés moments de rigolade. Je voulais en évoquer un au passage. Alors c'est assez comique, je me répète, excusez-moi, mais vous avez à un moment donné l'évocation, vous avez donc, pour vous donner le contexte, vous avez un orbita. Donc un orbita, c'est les fameux anneaux spatiaux dans lesquels vous avez l'équivalent de la matière de 10 planètes, donc un anneau spatial qui tourne autour de lui-même pour créer de la gravité. Donc dans la culture, ça s'appelle un orbita. Et vous avez un orbita donc, qui a un rôle particulier, qui s'appelle Vavach, cet orbita. Et cet orbita va être détruit. Donc il y a un accord qui a été passé entre la culture et les Indirans. Cet orbita va être détruit, d'abord parce que pour qu'il ne serve pas de logistique à la culture, et parce que les Indirans sont prêts à tout dévaster sur leur passage à cet endroit-là. Donc la culture s'en va à faire en sorte que l'ensemble des personnes puissent partir. Mais vous avez, sur cette orbita, vous avez un clan de cannibales. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Les premières fois où j'ai lu ça, je me suis dit mais pourquoi c'est ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est pareil, c'est de l'ordre du symbolique, je pense. C'est qu'il y a un côté l'homme est un loup pour l'homme, donc voyons le propos ultime de l'homme est un loup pour l'homme, c'est finalement les cannibales. Voilà, tout simplement. Donc vous avez un comique de situation avec cette bande de cannibales qui essaye de faire peur à un métamorphe, donc Orza, qui est capable de cracher du venin comme un serpent venimeux et de choisir de manière sélective le poison qu'il va prodiguer grâce à ses ongles plus ou moins pointus. C'était à signaler. Avec Cracklin d'ailleurs, nous allons avoir droit aux scènes les plus surréalistes qui soient lorsqu'il s'adonne à son vice préféré. Donc son vice préféré s'appelle pareil, on dirait dommage, enfin le jeu s'appelle dommage, ou plus précisément dommage et intérêt au passage. Voilà. Donc c'est une sorte de poker qui est associé à des éléments vitaux. Donc c'est-à-dire vous avez, comme à tout, vous avez un certain nombre d'êtres vivants à côté de vous. Attendez, c'est pas fini. C'est un jeu qui n'est joué que dans des circonstances extrêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté dramatisé qui permet de jouer à ce jeu, donc en tout cas qui donne envie au jeu de participer à ce jeu et de regarder le jeu en question. Donc, mais ce sont des événements extrêmes
le sens, ou des circonstances extrêmes, dans le sens où c'est la création d'un trou noir, la destruction d'une planète, ou dans le cas présent, le désassemblage programmé ou destruction volontaire de l'orbitat de la culture nommée Vavatch, comme je vous l'ai signalé préalablement. Donc un jeu décadent où la monnaie d'échange par des paris sont des êtres vivants prêts à mourir comme de vulgaires jetons de casino, et tenez-vous bien, et dont les émotions sont amplifiées. C'est donc également, au passage, là aussi, c'est donc également, pour revenir sur Craiglin, une critique des jeux d'argent, notamment le côté autodestructeur qui s'applique à l'ensemble des participants et qui est symbolisé par le côté extrême de l'événement, la destruction programmée en effet d'un orbitat. Donc comme je disais, c'est une sorte de poker où les paris peuvent devenir mortels. Afin de mettre, il faut comprendre, c'est que le jeu est observé par toute une foule qui vient assister à l'événement cataclysmique et qui en même temps vient voir ce qui se passe dans le jeu en question. Tenez-vous bien parce qu'il y a des choses complètement barrées à ce moment-là. Afin de mettre du piment supplémentaire dans le jeu, comme je le disais, des personnes vivantes appartenant aux joueurs peuvent être exécutées. Si la personne perd une manche, en plus de l'argent qui est parié, les amplificateurs émotionnels qui sont reliés aux atouts entre guillemets vivants est là pour satisfaire la foule autour du jeu qui se repaît des malheurs qui se produisent devant eux. Donc il est évident que c'est un jeu de junkie. L'expression anglaise qui me vient en tête, c'est Degenerate Gamblers. De mémoire, l'ambiance en Angleterre dans les lieux où s'effectuent les jeux est un chouïa plus électrique qu'en France. Juste un petit peu, hein. C'est plus ou moins du même niveau. Il y a des endroits en France où on joue également beaucoup. Non pas que j'y ai passé ou traîné mes guêtres très souvent dans ces endroits-là, mais quand j'y suis passé, j'ai pu remarquer qu'il y avait une ambiance particulière. Et pour revenir au livre, en tenant compte des amplificateurs émotionnels intégrés, c'est un jeu qui trouve son point d'équilibre. Et si vous vous mettez à la place des joueurs, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un jeu qui trouve son point d'équilibre entre les différents flux émotionnels d'émotions négatives perçues, notamment quand il y a des atouts vivants qui meurent, entre les flux d'émotions négatives perçues par les joueurs et la rationalité qui doit s'exercer pour normalement bien jouer. C'est bien entendu abominable, on est bien d'accord. C'est certainement plus dramatique que quelqu'un qui joue sa fortune dans le bar PMU du coin, c'est sûr, mais je pense que c'était en tout cas bien entendu pour mettre en exergue certains aspects des joueurs invétérés, quoi. En tout cas, il y a quelques scènes totalement psychédéliques lors de cette session de jeu qui valent le détour, que j'aime vraiment beaucoup dans l'écriture de Banks. Il faut vraiment le signaler parce que c'est ce qui fait la qualité de ce qu'il écrit. C'était vraiment un écrivain incroyable. Et au-delà de l'histoire en général, ce que je vous raconte là, en fait, c'est un très très court résumé. En fait, c'est un bouquin qui fait 400-500 pages. Et en fait, je vous fais même pas un résumé, je vous parle des thématiques plus que je ne résume le bouquin. Mais je tenais à préciser ce qui fait la spécificité de l'écriture de Banks au-delà de l'histoire en général, c'est le niveau d'incertitude qui existe d'un moment à l'autre dans tout ce qu'il écrit. On ne sait vraiment jamais comment les choses vont évoluer et c'est bien souvent impossible à prévoir, ce qui donne une fraîcheur et un intérêt à poursuivre l'histoire afin d'aller de surprise en surprise. À titre d'exemple, donc j'avais parlé de ce véhicule, donc cet énorme vaisseau spatial GSV, donc l'acronyme pour General System Vehicle, The End of Invention, donc la fin de l'invention. Vous avez le CAT qui se trouve, donc ce petit vaisseau qui a été rafistolé, donc ce petit vaisseau de mercenaires qui se retrouve à l'intérieur de cet énorme vaisseau. Et je tenais juste quand même à préciser, pour ceux qui apprécient en tout cas ce type d'écriture, Banks a le chic de créer des situations science-fictionnelles qui sont très intenses et en même temps qui sont totalement dingues, over the top, comme on dirait dans les années 80 ou 90, je sais plus. Le type de scène que l'on n'a jamais vu et que justement on espère voir un jour dans un film ou une série, notamment en termes de qualité des effets qui sont produits, c'est évident. Le 4 se trouve comme je l'ai dit, dans un GSV, un énorme vaisseau de la culture qui contient tout ce dont une civilisation peut avoir besoin, en plus de contenir d'autres vaisseaux spatiaux. Donc ce GSV, justement, donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas trop loin? Il a été démilitarisé pour l'évacuation de l'orbitat, qui s'appelle donc Vavatch. Un accord, comme je vous l'avais signalé aussi, a été passé, je me répète, pour cela, entre la culture et les Indirans, afin que l'évacuation des civils puisse être effectuée sans trop de problèmes logistiques. Je veux dire, c'est quelque chose, par exemple, que Orsa ne comprend pas.
La destruction programmée de Vavache est un symbole pour Arsa de la vacuité du projet que représente la culture. Ils ne veulent pas se battre ni défendre un orbita, Vavache en l'occurrence, qui doit logistiquement représenter environ une dizaine de planètes. Peu d'entre eux veulent, d'ailleurs, il faut le dire au passage, dans la culture, peu de personnes et peu de drones et peu d'intelligence artificielle veulent se battre. La culture, malgré ses capacités industrielles et toutes ses prouesses et ses innovations, n'a pas le goût du combat. Bien au contraire. Ils font cette guerre malgré eux. Les Indirans aiment se battre. Toute leur civilisation tourne autour de la domination qu'ils peuvent infliger aux autres. Et dans ce sens, ça fait penser à un certain nombre d'éléments auxquels nous avons affaire, auxquels nous avons droit, si on peut parler de droit à l'heure actuelle. Donc toute leur civilisation tourne autour de la domination qu'ils peuvent infliger aux autres, comme je le disais. Et dans ce sens, la culture est un écueil qu'ils se doivent d'éradiquer, car cette symbiose entre humanoïde, humanité, on va dire des êtres qui ont deux bras, deux jambes et une tête et des intelligences artificielles, cette symbiose, elle est pour eux contre nature et contre leur religion. Ça va à l'encontre de tout ce à quoi ils croient, puisque leur guerre, il ne faut pas l'oublier, est une guerre sainte, une croisade, un djihad envers toute autre civilisation qui n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Et c'est bien sûr pour cette raison que les Indirans veulent récupérer la jeune intelligence artificielle qui se cache sur le monde de Char. La culture est vue dans ce premier tome comme une forme, et je pèse mes mots parce que je pense que ça a été écrit de toute façon de cette manière-là, à l'époque, comme une forme idéale d'interventionnisme militaire, à contrario d'une forme cynique qui cache ses intentions et qui est juste là pour récupérer des territoires, des ressources, etc., comme on a l'habitude de le voir, au passage. Donc c'est une forme idéale d'interventionnisme, c'est-à-dire éviter que des fanatiques prennent le dessus sur la galaxie. On va voir que ça prend d'autres formes dans les autres bouquins et qu'il ne s'agit pas juste de fanatisme religieux, qu'il y a d'autres éléments, que ce soit la conquête de territoire, que ce soit le fait de toujours avoir plus de pouvoir, que ce soit les conflits internes aussi au passage. Enfin, cette série est absolument géniale pour ça. La culture, hélas, elle peut briser des vies, mais elle le fera toujours à minima, essayant toujours de favoriser la grande majorité qui la compose. Sauf peut-être, en effet, les agents qui se mettent en danger et qui, soyons très clairs, ont une certaine propension à être des junkies de leur propre adrénaline. Il est vrai que la plupart des agents de la culture prennent quand même quelques coups, pendant l'ensemble de la série. Ou parfois ils en donnent, même très souvent d'ailleurs ils en donnent aussi, mais ils en prennent également. Il faut quand même le signaler. Et effectivement, je conclurai peut-être par dire que la culture est un peu comme l'Europe aujourd'hui d'ailleurs. Elle ira au conflit, si on doit aller au conflit au passage. Être armé ne veut pas dire aller au conflit. Prépare-toi à la guerre si tu veux la paix. Il ne faut pas l'oublier, ça a son importance. Donc l'Europe aujourd'hui d'ailleurs, elle ira donc peut-être au conflit, mais en traînant les pieds, avec réluctance. Parce qu'on sait, après plus de 1000 à 2000 ans d'histoire, ce que cela coûte en vie humaine, en vie humanoïde dans le cas de la culture, brisée dans ce cas, et destin tragique. Mais cette lente machine impitoyable finit par se mettre en place progressivement, au fur et à mesure que l'adversaire se montre sans pitié. La réponse, la montée en puissance s'effectue sans coup férir, et surtout avec une solidité sans aucune comparaison. On parle de la culture, ce sont ces fameuses intelligences artificielles qui se partagent les données logistiques, ces fameuses IA qui récupèrent les ressources et qui vont miner les astéroïdes, qui mettent en place les différents plans en question. Mais ces méga vaisseaux, ces orbitas doués de raison au pluriel et de jugement, ainsi que la myriade de drones autonomes jouant les gardes du corps des agents en mission, respectent collectivement la spontanéité des entités biologiques dont ils ont la charge. Non seulement ils la respectent, mais ils la sollicitent régulièrement pour avoir un éclairage différent sur les données qu'ils malaxent à tout bout de champ. Après tout, pourquoi se passer d'une opinion, voire de plusieurs, et de points de vue différents lorsque l'on en a l'occasion, et que par principe on est immortel? C'est toute la saveur d'être prétendument artificiel. Et en même temps, ne pas subir les affres de l'oxydation biologique où tout se périme et s'oxyde, mais enfin, soyons clairs, tout se périme et s'oxyde dans l'univers avec le temps. Mais être fait de pièces détachées et détachables, ça aide un peu quand même. Je ne finirai pas ce podcast sans évoquer
évoquer les projets d'adaptation passés et présents, d'ailleurs qui sont tous a priori et qui ont tous pour origine l'achat d'une option par Amazon concernant ce premier livre, donc Une forme de guerre, Consider Phlebas, puisque cet achat d'option, c'était pour adapter le bouquin en film, date de 2015, donc c'est resté dans le vague pendant une ou 2 années, et puis on n'en a plus parlé, on a plus ou moins entendu, enfin de ceux qui s'intéressent à ça, que c'était abandonné. Et puis par la suite, cette année là, il y a moins d'un mois de ça d'ailleurs, donc nous sommes en 2025, donc en effet, le projet toujours par Amazon a été, on va dire, renouvelé, et apparemment il y a d'ores et déjà un couple de producteurs donc scénaristes qui sont sur le coup et qui sont en train de développer une série plutôt qu'un film, et je suis un peu partagé, je dois avouer, par rapport à ça, parce que autant je pense qu'une forme de guerre, surtout en le relisant là, ça pourrait presque être, sauf avec les dernières scènes, mais ça pourrait presque devenir une sorte d'Indiana Jones, avec quelques différences majeures, puisque c'est un anti-héros dont on parle, mais un Indiana Jones du space opéra. Je pense qu'il y a vraiment la capacité à faire un film en rabotant un peu quelques éléments dans le bouquin, puisqu'on est obligé, puisque c'est une adaptation, et je pense que le fait de faire une série est peut-être plus dangereux que de faire un film, parce que autant il y a un nombre de scènes avec la tonalité qui est utilisée, qui s'adapte à mon avis, enfin pas facilement, mais qui peuvent s'adapter de manière très très efficace dans un film, tout en gardant le sens original qui était donné justement par rapport au bouquin, enfin dans le bouquin, donc garder le sens original qui était dans le bouquin et le transposer dans un film, je pense que c'est tout à fait faisable, et je pense que c'est tout à fait intéressant de le faire. Et je pense que par contre le risque à l'heure actuelle qu'ils sont en train de, vis-à-vis du projet, qui est toujours chez Amazon d'ailleurs au passage, qu'ils sont en train de développer, donc en tant que faire en sorte que le premier bouquin soit une mini-série. Alors si c'est une mini-série de moins de 8 épisodes, je pense que c'est possible. Il y a toujours le risque de faire ce que j'appelle du délayage, c'est-à-dire qu'ils étendent les scènes qui existent. Alors ça peut avoir son intérêt, c'est-à-dire que faut voir la moindre petit élément, la moindre petite chose qui pouvait être développée, mais j'ai peur que tout l'humour qu'il y a dans le bouquin, on le retrouve pas dans une série, et que ça finisse par tomber un peu à plat, quoi. Et c'est de ça dont j'ai peur, c'est-à-dire que si le propos était resserré dans un film, et bon, on sait très bien que les films à l'heure actuelle n'ont pas beaucoup de succès, enfin, la production de films a été divisée par deux, ne serait-ce que par rapport à l'an dernier, d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir dernièrement, c'est-à-dire qu'on est passé de... Enfin, je parle pour la production américaine, bien sûr, hein, donc on passe de 200 films à 100 films cette année, ce qui montre bien qu'il y a un petit souci quelque part. Donc, effectivement, étant donné qu'Amazon a sa structure, a sa propre structure de streaming, il est évident qu'ils veulent en profiter et veulent le mettre. Mais je pense qu'il y a des risques pour l'œuvre à adapter qui ne sera peut-être pas, dans le sens où ils vont délayer un petit peu et rallonger un petit peu la sauce par rapport au livre. En même temps, je pense qu'il y a suffisamment de matériaux à l'intérieur du bouquin pour faire en sorte d'avoir une série intéressante, mais je pense que ça sera plus compliqué à faire pour que ça continue à être intéressant jusqu'à la fin, et qu'il n'y ait pas de creux à certains moments. C'est-à-dire que sur un film, il y avait quelques éléments à élaguer par rapport au bouquin, et pas tant que ça, et boum, on pouvait avoir quelque chose en termes de tonalité, et si c'était présenté comme un Indiana Jones du space opéra mélangé à un anti-héros, ça peut fonctionner super bien, parce que c'est exactement le propos qu'il y a justement et précisément dans le livre. Et dans ce sens-là, ça valait le coup. Maintenant, bon, c'est des questions de format, c'est des questions d'économie aussi, bien sûr. On a tous compris qu'ils cherchent à voir de quelle manière rentabiliser autant que faire se peut les sommes qui sont déjà engagées, donc en récupérant les droits d'adaptation en série et en payant des gens, donc, et que le format cinéma à l'heure actuelle, surtout pour des blockbusters, ça devient compliqué à l'heure actuelle, ça n'a plus l'impact que cela a pu avoir. Donc je suis un peu partagé, mais je leur souhaite bien sûr le plus grand succès qui soit, parce que je pense que c'est une œuvre qui vaut la peine d'être adaptée, en effet, et ma foi, s'ils réussissent leur pari sur une série télé, sur une première saison en tout cas, bah écoutez, ce serait d'ores et déjà une très très bonne chose. Voilà, je vous dis donc au prochain numéro. À très bientôt. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas, et je vous dis à très bientôt sur le canal de Sagiopod.
Au revoir.